Il existe dans l'univers de l'investissement dans la valeur un mot que tout le monde connaît, mais que très peu ont réellement vécu. Le 100 bagger. Une entreprise capable de transformer 10 000 $ investis en 1 million de dollars. Vous multipliez votre mise par 100. C'est le saint graal de tout investisseur dans la valeur. Celui dont tous les grands nous parlent dans leurs livres, celui que Peter Lynch a théorisé, celui que Mohnish Pabrai, Warren Buffett ou Charlie Munger ont chacun connu au moins une fois dans leur carrière. La bonne nouvelle, c'est que ce type d'entreprise ne relève pas uniquement de la chance. Il existe des caractéristiques communes, des modèles économiques, des avantages concurrentiels, des signaux que l'on peut apprendre à reconnaître. Et si vous suivez assidûment la chaîne Page et Liberté, vous avez déjà entre les mains une bonne partie des outils pour repérer ce type d'entreprise. Grâce aux livres et aux méthodes des investisseurs qui ont réussi à tomber sur un 100 bagger au moins une fois dans leur vie. Et mieux encore, dans ma newsletter gratuite que je vous partage une fois par mois, j'analyse une entreprise qui pourrait très bien devenir un 100 bagger. Mais une fois qu'on a déniché ce type d'entreprise, l'ingrédient numéro 1 pour obtenir le x100, c'est la patience. Et oui, la plupart des meilleurs investisseurs dans la valeur ont réussi parce qu'ils ont parié sur le long terme. Mais soyons honnêtes entre nous une seconde. Tout le monde préférerait devenir millionnaire en 5 ans plutôt qu'en 30. Alors la vraie question, celle que tout le monde se pose sans oser la formuler, est-il possible en tant qu'investisseur value de viser un x100 sur un horizon plus court, moyen terme, voire même court terme dans certains cas extrêmes, sans pour autant prendre un risque démesuré? La question semble presque contradictoire, parce que normalement, plus le potentiel de gain est explosif à court terme, plus le risque associé l'est aussi. Sauf dans de très rares cas, des cas où le marché s'est trompé à un tel point où le pessimisme est devenu si extrême que l'asymétrie entre le risque et le gain devient, elle aussi, extrême. Et c'est ce genre de pari que Mohnish Pabrai pense avoir trouvé aujourd'hui dans son portefeuille. La dernière fois, nous avons découvert ensemble ce portefeuille, son ETF, le Pabrai Wagon ETF. On a découvert une philosophie d'investissement construite autour de 3 grandes convictions, le charbon, les logiciels de niche et les services pétroliers offshore. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle d'une entreprise en particulier. Une entreprise que Pabrai a bâtie comme l'une de ses plus grosses convictions ces derniers mois. Une entreprise qui est à l'heure actuelle la toute première ligne de son portefeuille. Cette entreprise, c'est Transocean. Vous ne la connaissez probablement pas, elle ne fait jamais la une, aucun influenceur boursier n'en parle, personne sur les plateaux télé ne prononce son nom. Et pourtant, il existe une probabilité que cette entreprise nous offre, si les planètes s'alignent, exactement ce type de gain asymétrique. Et en tant que passionné du value investing et fidèle admirateur du travail de Mohnish Pabrai, je me devais de vous présenter cette thèse en détail. Alors pourquoi a-t-il investi autant d'argent sur cette société? Qu'est-ce que le marché est peut-être en train de manquer? Et surtout, sommes-nous face à l'un de ces rares dossiers capables d'offrir un potentiel exceptionnel sans reposer uniquement sur de la spéculation? C'est exactement ce que nous allons analyser ensemble, étape par étape, en nous appuyant sur les faits, les chiffres et le raisonnement de Mohnish Pabrai. Mais avant de commencer, si vous appréciez ce type d'analyse approfondie consacrée au value investing, pensez à vous abonner à la chaîne Page et Liberté. En théorie, ça ne vous coûte pas grand-chose et ça me permet de continuer à produire ce type de contenu. Allez, c'est parti. Alors le point de départ, c'est un pessimisme maximal. Pour comprendre pourquoi Mohnish Pabrai a investi autant d'argent dans Transocean, il faut d'abord comprendre ce que fait réellement cette entreprise. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Transocean n'est pas une compagnie pétrolière. Elle ne produit pas de pétrole. Elle n'en vend pas non plus. Transocean, c'est le numéro 1 mondial du forage pétrolier en eau ultra profonde. Ils détiennent des navires colossaux, appelés drill ships, de véritables prouesses d'ingénierie capables de forer à plusieurs milliers de mètres sous la surface des océans, dans des zones où pratiquement aucune autre technologie ne peut intervenir. Elle possède donc une flotte de drill ships et elle les loue à des géants comme ExxonMobil, Chevron ou Petrobras, pour des missions de forage qui durent souvent plusieurs mois, voire plusieurs années. En échange, elle touche ce que l'on appelle un day rate, un tarif journalier de location qui peut grimper à plusieurs centaines de milliers de dollars par jour. Donc c'est assez simple à comprendre. Plus les plateformes sont utilisées, plus elles génèrent de revenus. Mais si ces actifs sont aussi extraordinaires, pourquoi l'action s'est-elle autant effondrée? Parce que cette industrie a traversé ce que Mohnish Pabrai décrit lui-même comme une véritable guerre nucléaire. Et pour cause, entre l'effondrement du pétrole en 2014 et la crise Covid en 2020, le forage offshore a traversé l'une des pires décennies de son histoire. Les investissements des compagnies pétrolières se sont brutalement arrêtés, les contrats se sont raréfiés, les tarifs journaliers se sont effondrés, les plateformes sont restées à quai pendant des mois, parfois des années, sans générer le moindre revenu. Et au final, des dizaines de milliards de dollars de valeur ont été détruits et de nombreux acteurs du secteur ont tout simplement fait faillite. Transocean n'a évidemment pas été épargné.
L'entreprise s'est retrouvée avec une dette considérable, plusieurs années de pertes successives et une action qui ne valait plus, à certains moments, guère plus que le prix d'un café. Voilà ce que l'on appelle un pessimisme maximal. Et c'est le terrain de chasse préféré de Monish Pabrai. Il l'a répété encore et encore dans ses interviews. Il ne cherche pas à deviner quand un secteur va rebondir. Il cherche des situations où, même dans le pire des scénarios, la perte reste limitée, tandis que dans le scénario favorable, le gain, lui, pourrait être démesuré. Pile, je gagne, face, je ne perds presque rien. Telle est sa devise. Et pour comprendre la partie face du pari, il faut que je vous parle du coût de remplacement. C'est en fait comme ça que Monish Pabrai détermine la valeur intrinsèque de l'entreprise. Laissez-moi vous expliquer. Pour estimer la valeur intrinsèque de Transocean, Monish Pabrai se pose une question d'une simplicité brutale. Combien coûterait-il de reconstruire cette entreprise à partir de zéro ? Pour y répondre, Monish Pabrai nous propose de regarder le coût de construction des actifs que possède actuellement Transocean. Un drillship de dernière génération, un de ces navires capables d'opérer dans des eaux les plus profondes et les plus hostiles du monde, coûte aujourd'hui environ 1 milliard de dollars à construire. 1 milliard de dollars par navire. Et encore, ce milliard ne vous garantit pas un navire disponible demain matin. Il faut ensuite compter entre 4 à 5 années de construction avant sa mise en service. Or, la flotte de Transocean, aujourd'hui, ce sont 27 unités de forage offshore, 20 drillships ultra deepwater et 7 plateformes semi-submersibles, conçues pour les environnements les plus extrêmes comme la mer de Norvège. Maintenant, faisons un calcul volontairement très simplifié. 20 drillships à 1 milliard de dollars l'unité. Cela représente environ 20 milliards de dollars de coûts de remplacement. Et je rappelle que nous ne comptons même pas les 7 plateformes semi-submersibles, elles aussi extrêmement coûteuses à construire. Et maintenant, comparez ce chiffre avec celui-ci. La capitalisation boursière de Transocean est aujourd'hui aux alentours des 6 milliards de dollars. Vous avez bien entendu. Le marché valorise l'intégralité de cette entreprise, sa flotte, son carnet de commandes, un siècle d'expertise opérationnelle accumulée, à une fraction de ce qu'il en coûterait littéralement pour reconstruire à l'identique une seule partie de sa flotte. Mais à lui seul, cet argument ne suffit pas. Après tout, une entreprise peut parfaitement valoir moins que ses actifs si ses actifs ne rapportent plus d'argent. Le véritable point de bascule est ailleurs. Il tient à une question beaucoup plus importante. Qui serait prêt à investir 1 milliard de dollars et à attendre 5 ans avant de voir le moindre retour sur l'investissement ? La réponse est personne. Et c'est à ce moment-là que la thèse de Monish Pabrai prend vie. Parce que pour qu'un chantier naval accepte de construire un nouveau drillship, il faut que l'armateur qui la commande puisse espérer un rendement correct sur son investissement d'1 milliard de dollars. Pour justifier la construction d'un nouveau navire aujourd'hui, il faudrait des tarifs journaliers de location, les day rates, situés entre 700 000 à 800 000 dollars par jour pour espérer un rendement de capital raisonnable autour de 12 à 14%. Mais les tarifs actuels du marché tournent plutôt autour de 400 000 à 450 000 dollars par jour. Faites le calcul par vous-même. À ce prix, construire un nouveau drillship n'a aucun sens économique. Personne ne le fait. Personne ne peut se le permettre. Aucun dirigeant rationnel ne prendrait une telle décision. Et c'est la raison pour laquelle, depuis plus de 10 ans, pratiquement aucun drillship de dernière génération n'a été commandé. Alors laissez-moi maintenant vous dire une phrase. Une thèse qui, une fois qu'on l'a vraiment comprise, change complètement le regard qu'on porte sur cette industrie. Le dernier drillship du monde a déjà été construit. Il n'y en aura pas d'autres, ou du moins pas avant très longtemps. Mais en parallèle, chaque année, les navires les plus anciens sont mis à la ferraille, ils disparaissent, ils ne sont pas remplacés. Donc l'offre mondiale ne peut plus grandir, elle ne peut que rétrécir année après année, au rythme de la rouille, pendant que la demande mondiale d'énergie, elle, continue sa route. Car si demain, les grandes compagnies pétrolières ont davantage besoin de forage offshore, elles ne pourront pas faire apparaître de nouvelles plateformes par magie. Construire un drillship demande, je vous le rappelle, 1 milliard de dollars et près de 5 ans de chantier. L'offre est quasiment figée à court et moyen terme. La demande, elle, peut évoluer beaucoup plus vite. Et lorsque la demande augmente alors que l'offre ne peut plus suivre, une seule variable s'ajuste, les day rates. Les compagnies pétrolières seraient prêtes à payer beaucoup plus cher pour louer les plateformes existantes. Donc en résumé, vous avez une flotte opérationnelle, disponible immédiatement, impossible à reproduire rapidement, une flotte qui devient année après année plus rare, associée à une demande en énergie toujours plus croissante. Et lorsqu'un actif devient plus rare, alors que le besoin, lui, augmente, sa valeur finit souvent par exploser. C'est une équation d'une simplicité brutale, je vous l'avais dit.
Au passage, si ce type d'analyse vous plaît, c'est exactement ce que je fais dans la newsletter Page et Liberté intitulée La lettre aux investisseurs. L'idée n'est pas du tout de vous envoyer une simple liste d'actions à acheter. Je passe des dizaines d'heures à lire des rapports annuels, à écouter des conférences, et j'applique avec la plus grande rigueur possible toutes les méthodes que nous découvrons ensemble sur la chaîne Page et Liberté. Et je le fais sur une entreprise bien précise, sélectionnée par mes soins. L'objectif est triple. Mettre en pratique les principes partagés sur la chaîne pour vous montrer comment analyser en profondeur une entreprise, vous faire gagner un temps considérable dans vos propres recherches, mais surtout vous proposer des idées d'investissement qui pourraient se transformer en 100 bagueurs. Si vous êtes intéressé, le lien est en description. Allez, revenons à Transocean. À ce stade, vous comprenez que l'entreprise a un actif industriel que très peu peuvent revendiquer. Mais attention, tous les drill ships ne se valent pas. Une partie de la flotte de Transocean est composée de navires de 8e génération. Ce sont littéralement parmi les navires les plus techniquement avancés jamais construits dans cette industrie. Et ce niveau de spécification n'est pas un détail. C'est ce qui permet à Transocean de forer là où la grande majorité des flottes concurrentes, souvent bien plus anciennes, ne peuvent tout simplement pas aller. Résultat, quand une major pétrolière a besoin de forer un puits particulièrement profond, particulièrement complexe, la liste des entreprises capables de répondre à l'appel d'offres devient très courte. Très courte, et Transocean y figure presque systématiquement. En fait, la valeur d'un drill ship ne dépend pas uniquement du fait qu'il existe, elle dépend aussi de ce qu'il est capable de faire. Les plateformes les plus modernes sont aussi les plus rares, les plus recherchées, et potentiellement celles qui bénéficient du plus fort pouvoir de fixation du prix lorsque le marché se tend. Et là, se dessine une forme d'avantage concurrentiel. Pas l'un des 4 avantages compétitifs théorisés par Pat Dorsey dans son livre Le Petit Livre pour réussir en bourse, à savoir actifs intangibles, coûts de changement, effet de réseau ou avantage par les coûts, dont je vous ai d'ailleurs fait le résumé sur la chaîne. Non, ici, il s'agit d'un avantage d'une autre nature, un avantage industriel, qui repose sur la rareté des plateformes, la complexité technologique et le temps nécessaire pour en construire une nouvelle. Lorsqu'il faut près de 5 ans et environ 1 milliard de dollars pour ajouter une seule plateforme à la flotte mondiale, le temps cesse d'être une simple contrainte. Il devient une véritable barrière à l'entrée. Et puis, il y a un événement que votre fil d'actualité a probablement laissé filer. Mais un événement qui change la donne de façon significative. En février 2026, Transocean annonce le rachat de son concurrent Valaris, dans le cadre d'une opération entièrement financée en actions. À première vue, cela peut ressembler à une simple fusion de plus. Mais en réalité, cette opération change profondément l'équilibre du secteur. En réunissant leurs flottes, leurs équipes et leurs contrats, Transocean et Valaris donnent naissance au plus grand acteur mondial du forage offshore. Le nouvel ensemble vise un carnet de commandes d'environ 10 milliards de dollars. Mais au-delà de ce chiffre, le véritable enjeu est ailleurs. Chaque fusion réduit un peu plus le nombre d'acteurs capables d'opérer sur le marché. Et souvenez-vous de ce que nous avons vu quelques minutes plus tôt. Personne ne construit de nouveaux drill ships. Donc non seulement l'offre de plateformes est limitée, mais le nombre d'entreprises capables de les exploiter se réduit lui aussi. Le secteur devient donc progressivement plus concentré, et dans une industrie où quelques grandes compagnies pétrolières négocient avec seulement quelques opérateurs capables de répondre à leurs besoins, cette concentration peut renforcer le pouvoir de négociation des acteurs survivants. Et bonne nouvelle pour nous, les preuves commencent à apparaître dans les chiffres. Parce qu'une thèse d'investissement, aussi élégante soit-elle sur le papier, doit tôt ou tard se confronter à la réalité des chiffres. Alors regardons ce qui se passe concrètement chez Transocean depuis quelques trimestres. Le premier élément, c'est le carnet de commandes. Il a continué de progresser pour atteindre environ 7,1 milliards de dollars au printemps 2026. Donc les grandes compagnies pétrolières continuent de réserver les plateformes de Transocean plusieurs années à l'avance. Le deuxième élément, c'est les day rates. Souvenez-vous, toute la thèse repose sur l'idée que les tarifs journaliers finiront par remonter si l'offre reste contrainte. Eh bien, c'est exactement ce que l'on commence à observer. Les nouveaux contrats sont désormais signés à des tarifs moyens supérieurs à 450 000 dollars par jour. Alors oui, c'est nettement en dessous des niveaux observés il y a encore quelques années. Nous sommes encore loin des 700 000 à 800 000 dollars qui justifieraient la construction de nouveaux drill ships. Mais la tendance, elle, est clairement orientée dans la bonne direction. Et le troisième élément, c'est la gestion de la trésorerie. Avec l'amélioration de son activité, Transocean génère désormais davantage de cash. Et plutôt que de le distribuer ou de lancer de nouveaux investissements hasardeux, la direction fait un choix très rationnel. Elle rembourse sa dette. Plus d'1 milliard de dollars de dettes ont ainsi été remboursées en 2025, avec un objectif comparable annoncé pour 2026. Et pourquoi c'est si important ? Parce que la dette représente aujourd'hui le principal risque de la thèse d'investissement. Chaque milliard de dollars remboursé rend donc l'entreprise
un peu plus solide et réduit progressivement le risque. Donc là, chers passionnés, nous ne sommes pas uniquement face à une idée séduisante sur le papier. Nous commençons à voir les premiers éléments concrets qui vont dans le sens de cette thèse. Des contrats qui s'accumulent, des tarifs qui remontent, une génération de trésorerie qui s'améliore et un bilan qui se renforce trimestre après trimestre. Cela ne signifie pas que l'investissement est gagné, mais pour l'instant, les faits semblent évoluer dans la direction que Monish Pabrai anticipait. Alors pour la dernière partie, il faut quand même que je vous parle des risques, parce qu'une thèse honnête assume ses fragilités. Ah oui, soyons clairs, Transocean n'est pas un dossier sans risque. Vous le présenter comme tel serait très malhonnête, et je refuse de faire ça. Le premier risque, c'est sans doute le plus évident. Transocean évolue dans une industrie profondément cyclique. Si le prix du pétrole devait durablement s'effondrer, les grandes compagnies pétrolières pourraient réduire leurs investissements dans le forage offshore. Moins de projets signifie moins de plateformes louées, et donc une pression à la baisse sur les day rates, qui sont, je vous le rappelle encore une fois, le cœur de toute la thèse que nous venons de voir. Le deuxième risque concerne la dette. Même si l'entreprise a commencé à la réduire de manière très significative, elle reste encore fortement endettée. Et cette dette rend Transocean plus fragile qu'une entreprise classique moins endettée. Et enfin, il existe un troisième risque, plus récent, l'intégration de Valaris. Aussi prometteuse soit-elle sur le papier, elle comporte ses propres risques d'exécution. Les grandes fusions et acquisitions ne produisent pas toujours les résultats espérés. Synergie plus lente que prévu, complexité opérationnelle, friction entre les deux cultures d'entreprise. Donc vous le voyez, cette thèse comporte aussi de véritables zones d'incertitude. Et Monish Pabrai ne dit jamais que Transocean va forcément réussir. Il ne prétend pas connaître l'avenir. Ce qu'il affirme, c'est autre chose. Au prix auquel il l'a acheté, selon lui, le marché accorde beaucoup plus de poids aux risques qu'aux opportunités. En d'autres termes, il estime que les mauvaises nouvelles sont déjà largement intégrées dans le cours de bourse, alors que le potentiel de revalorisation, lui, reste encore complètement sous-estimé. C'est exactement cela, une asymétrie. Ce n'est pas un investissement sans risque, c'est un investissement où, selon Pabrai, le gain potentiel paraît largement supérieur à la perte potentielle. Et cette nuance, elle est vraiment fondamentale. En investissement, on ne cherche jamais des certitudes, on cherche des probabilités favorables. Faisons une petite conclusion ensemble. Nous avons une flotte d'actifs industriels rares, coûteux et désormais impossible à reproduire à un prix qui ait du sens économique. Donc c'est-à-dire une offre mondiale qui mécaniquement ne peut que rétrécir. Parallèlement, la demande énergétique mondiale, elle, continue d'avancer. Transocean est devenu, via sa fusion avec Valaris, le plus grand acteur mondial de son secteur. Et elle s'échange à un prix qui, pendant des années, s'est tenu à des années-lumière du coût de remplacement de ses actifs les plus stratégiques. Une configuration que Monish Pabrai recherche depuis toujours. Une situation où le marché s'est trompé sur le prix, simplement parce que plus personne ne prenait la peine de regarder. Alors, est-ce que tout cela garantit que l'action va doubler et tripler ou devenir le prochain 100 baggeurs ? Absolument pas. Personne ne peut vous le garantir. Et méfiez-vous de quiconque vous l'affirme avec certitude. Mais, de mon point de vue, les chances sont quand même de notre côté. Parce que ces histoires ont historiquement créé des revalorisations spectaculaires. Et Monish Pabrai l'a déjà fait par le passé, à 2 reprises. Alors attention, une bonne idée d'investissement ne doit jamais être empruntée aveuglément à quelqu'un d'autre, pas même Monish Pabrai. À vous maintenant de creuser le sujet, de vous faire votre propre opinion, et de décider si cette asymétrie vous convainc autant qu'elle semble convaincre Pabrai. Et vous avez déjà tous les outils disponibles sur la chaîne Page et Liberté pour faire ce travail. Si vous avez apprécié cette analyse, il y a de fortes chances que la newsletter vous plaise encore davantage. Chaque mois, j'y partage une analyse complète d'une entreprise que je juge particulièrement intéressante, en impliquant exactement les méthodes de Buffett, Munger, Lynch, Pabrai que nous partageons sur la chaîne. Et cette newsletter est entièrement gratuite. Des milliers d'heures de lecture sont condensées en quelques pages pour vous faire gagner un temps considérable. Le lien est en dessous, dans la description. Et dites-moi en commentaire, Transocean représente-t-elle selon vous une véritable opportunité asymétrique ou simplement un piège de valeur dans une industrie trop cyclique et trop endettée ? Je lirai vos réponses avec beaucoup d'intérêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et comme toujours, restez curieux, restez patient et surtout, pensez par vous-même. Je vous dis à très bientôt sur le prochain épisode sur la chaîne Page et Liberté.